Bonsoir, ça y est, tous les résultats des élections régionales et municipales sur toute l'étendue du territoire sont connus et publiés. On en fait l'analyse avec Maxime. Dans ce talk, on passera au peigne fin la nouvelle configuration du paysage politique ivoirien avec les différentes forces politiques en présence. Vous ferez cet exercice avec nous sur nos réseaux en regardant, en suivant le talk sur Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Restez sur les canaux 206, Bouquet Canal+, numéro 6, TNT. L'équipe est là, un peu changée, mais elle est présente quand même. C'est des visages assez connus. Commençons par présenter ceux que vous avez l'habitude d'avoir ou de voir sur le talk pendant ces vacances. Barry Abdulrahman, qui est là avec nous. Bonsoir, Bonsoir Barry. Bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Et Herman Aboua. Bonsoir chez vous. Très bien. Et puis Jessica. Bonsoir Eric. Salut Bonsoir Jessica. à tous, bonsoir chez vous. D'accord. J'ai pas de couronne, mais lui, il n'en a pas non plus. Hein, mais on l'appelle Sa Majesté. Voilà. Daouda, Sa Majesté, nous a rejoint. Notre sniper de cette soirée est avec nous, Daouda. Salut. Depuis les vacances dernières. Oui, depuis mais comme on se retrouve sur un plateau. On se retrouve toujours, oui, ça m'a vraiment manqué. Je vous regardais depuis les vacances. Et tu avais envie de venir de toute façon. Bon. Un peu quand même, à vous. J'avais envie, oui. Ma petite soeur me manquait. Je voyais Herman qui a fait son entrée fracassante. Barry qui fait une entrée fracassante. Désiré Denéo. Des fois, tu te disais, mais il faut que je sois sur ce plateau pour répondre à Herman, c'est ça? Il faut, je me dis, mais Herman, il dit des conneries, ces gars. Ah bon? Non, mais bon, je suis là. J'espère qu'il ne va pas raconter des conneries aujourd'hui. Voilà, j'espère bien. Les conneries, on t'a vu, tu es un grand habitué des conneries. Oui, oui, mais bon, on est parti à la même école, hein, On n'a t'inquiète pas pas. commencé, les gars. Ça a déjà commencé. Doucement, on n'a pas commencé. Laissez-moi donner le top départ d'abord avant de faire tout ça, ok? Et le top départ, c'est dans Ça fait l'actu. On y va tout de suite. Ça fait l'actu, les élections locales 2023, les résultats définitifs des municipales et régionales sont connus. On en fait tout de suite une petite analyse en rappelant déjà les pourcentages à tous les niveaux, hein, Herman. Ben ouais, déjà, il faut savoir que le RHDP au niveau des municipales a eu 123 communes, les indépendants 41 communes, le PDCI a 22, le PPACI 2 communes. Et au niveau de l'alliance PPACI, PDCI, ils ont 10 communes. Et l'URD, le parti de Boni Clavry, a une commune. D'accord. Au niveau des régionales... On va situer le taux de participation déjà. Le taux de participation au niveau des municipales, c'est de 36,18%. Mais il faut noter que c'est sensiblement égal au taux de participation en 2018, déjà qui était déjà de 36,20% au niveau des municipales. Pour les régionales, donc, le RHDP a 25 régions. Vous voyez déjà, peut-être la carte montre que toute la Côte d'Ivoire est plus ou moins orange avec un certain, une certaine enclave au centre, dans le pays, dans le bastion du PDCI. Le PDCI, donc, il y a 3 régions. Les indépendants ont une région, à San Pedro. PPACI, aucune région. Le PDCI et le PPACI ont une région, le Nawa, et avec un taux de participation ici de 44,61%, sensiblement aussi égal à celui de 2018 qui est de 46,36%. D'accord, tu fais bien de préciser parce que beaucoup se disent que le taux a été faible cette année, mais pourtant... généralement, les élections locales en Côte d'Ivoire, contrairement à la présidentielle où tout le monde vient, les élections municipales, les élections locales ont toujours eu des taux de participation faibles. Mais déjà, on ne peut pas dire qu'un taux de 46% qui est plus ou moins égal à la moitié des 8 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, on ne pourrait pas dire que c'est un taux faible. Mais dans tous les cas, ça permet de montrer, à part les quelques irrégularités notées que certains, et puis enfin on attend aussi les recours. Les irrégularités, notamment au niveau du scrutin. Au niveau du scrutin. D'accord, dans l'organisation. Dans l'organisation du scrutin. On ne va pas revenir encore sur le retard, sur les contestations. Donc on pense qu'au niveau des recours, on pourra mieux voir, faire une bonne visibilité là-dessus. Et peut-être une meilleure campagne, pas pour chaque candidat, mais au niveau de la CEI, pour pousser tous les Ivoiriens donc assez massivement à s'intéresser à la chose électorale en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait ça. Les gens, ils estiment que les Ivoiriens n'ont pas confiance en la politique ivoirienne. Ils ne sortent pas pour voter, alors que c'est un devoir citoyen
Ivoiriens. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Les Ivoiriens ont encore beaucoup d'espoir sur la politique parce que, comme j'aime le dire, la politique, c'est fait pour bâtir, pour construire. Donc, n'hésitez pas. Et non pour détruire. Voilà, et non Bravo. pour détruire. Donc, n'hésitez pas à aller exercer votre droit. C'est une obligation pour vous. Maintenant, après, ce qui arrive, ce n'est pas à votre niveau. Mais entre-temps, faites votre responsabilité à votre niveau. C'est très important. Barry Abdourahmane. Bon, c'est clair que le taux de participation, il est relativement faible, mais je pense que même au niveau des grandes démocraties, les élections locales, c'est des élections qui n'ont pas trop d'engouement au niveau de la participation. On ne sait pas pourquoi, il faut faire des études pour interroger le phénomène. Je veux dire que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire au niveau local. Mais comme je le disais hier, en fait, on a aussi nos systèmes en Afrique francophone, ce sont des systèmes ultra-présidentiels où l'importance est accordée à l'exécutif, au président de la République, qui est perçu avec une portée messianique, c'est-à-dire que le président élu, là, tout le monde le perçoit comme celui qui peut changer la vie des gens. Souvent, on a tendance à oublier que le président, dans l'exercice de ses fonctions, a besoin de partenaires de travail. Ça peut être le gouvernement, les élus locaux, les préfets et autres. Donc, c'est tout ça, l'ensemble étatique et le système politique. D'accord. Bon, moi... Le premier mot. Non, le premier mot, déjà, j'ai écouté les chiffres qui ont été donnés par Herman. Je me rends compte qu'à 2 ans de la présidentielle, le RHDP renforce sa même mise sur le territoire ivoirien. Déjà, il faut dire qu'avec les 123 communes et 25 régions, le RHDP démontre en fait qu'il a un ancrage dans toute l'étendue du territoire national. Et véritablement, il n'a pas d'adversaire. Est-ce que la veille de ce scrutin, c'était sûr de constater déjà toute la cartographie orangée non, pas forcément, mais je veux dire, le RHDP, depuis des années, a travaillé pour cela, en fait. Déjà, il faut commencer même déjà par, lorsqu'on a parlé comment on appelle ça, de la révision de la liste électorale, de l'inscription sur la liste électorale, ils ont invité leurs militants, ils sont allés faire campagne, sensibiliser leurs militants à aller s'inscrire sur la liste électorale depuis longtemps. Même au contentieux, ils ont toujours continué à sensibiliser leurs militants. Je pense que c'est le résultat qui se donne là clairement aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde la percée des indépendants dont tu parlais, les 41 indépendants, quand tu regardes dans la liste, la majorité sont issus du RHDP. Donc à l'analyse, on se rend compte que le véritable adversaire du RHDP aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition, c'est le RHDP lui-même. Parce que les indépendants peuvent à eux seuls former un parti politique. J'ai envie de répondre un peu à Daouda. Analyse sans me répondre. Oui, bon, ok, je vais analyser sans me répondre. Si c'est les éléments de langage qui te gênent. Mais quand on prend... c'est vrai que dans l'ensemble, le taux de participation, on peut l'apprécier ainsi. Mais quand on prend les communes à grand tirage comme Yopougon, comme Cocody, à Yopougon, par exemple, il y a eu 25% de taux de participation. 27%, ok, autant pour moi. Mais à Cocody, on a 19% de taux de participation. Mais ça fait 49 000 personnes qui sont allées voter sur 250 000 personnes. Donc les 200 000, si elles avaient pu aller voter, ces personnes-là auraient pu changer. On ne sait jamais, on n'a pas dit qu'elles vont jouer seulement forcément pour tel ou tel autre, mais elles ont quand même le droit leur décision sur ce scrutin. Mais Herman, je pense que tu t'embrouilles un peu quand même. Je vais quand même laisser terminer. Donc, moi, je veux qu'on prenne cela. De toute façon, au niveau des municipales, on est d'accord que les municipales ne reflètent pas une certaine, une certaine expression nationale. Parce que, comme je l'ai dit, 80% des villages de Côte d'Ivoire ne sont pas communalisés. Ça veut dire qu'on est à ce niveau-là. Pour ce qui est fait, non. On peut constater que toute la Côte d'Ivoire soit orange aujourd'hui, RHDP, mais il faut en même temps, c'est des, comment on peut le dire, c'est des victoires relatives. Parce que si on est 3, que chacun a eu 10, 15, 20%, celui qui a eu 20% passe. Mais lorsque les 15 et 10% vont se mettre ensemble, ils sont à 25%. Donc ça ne peut pas forcément refléter certains autres enjeux d'élection à venir. Il faudrait qu'on soit quand même précis. Je suis un peu embêté quand même. On doit quand même être modeste. C'est possible. Si tu te laisses finir, tu pourras intervenir. Je pense qu'en même temps, c'est pas un monologue. Mais il ne faudrait pas que tu te mettes dans l'idée que tu es là pour me contredire. Très bien. C'est pour ça que j'ai envie de laisser parler Barry. Non, je ne suis pas allé dans cette dynamique. L'idée, en fait, c'est que... Dès l'instant qu'il a répondu, c'est ce que j'ai dit. C'est important de poser les jalons. Il y a eu les régionales, il y a eu les municipales.
Parce qu'il parle du taux de participation de Cocody, mais en même temps, à Guiglo, dans le Cavalier, il y a eu 45% de taux de participation. Donc, quand tu bouges de région en région, tu te rends compte que dans les grandes villes, ici, généralement, les gens ne sont pas véritablement sortis. Mais dans certaines communes, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, il y a eu des 40%, il y a eu des 45%, il y a eu des 50%. Il y a même des 90%. Donc, c'est pour te dire que clairement, quand on te dit que les gens ont véritablement voté, ils sont sortis. Et le taux de participation, comme tu l'as si bien dit, il n'a pas véritablement changé et tu le confirmes très bien. Yeah. Mais quand tu regardes cette cartographie-là, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui vont gérer ces régions-là durant les deux ans qui restent jusqu'à ce qu'on arrive en 2025. Donc, ça augure d'autres choses jusqu'en 2025. Oui. Pourquoi est-ce que chaque président de parti politique empêchait systématiquement qu'il y ait des candidatures indépendantes en leur sein? Parce qu'ils savaient que ces élections-là étaient en train de tracer les sillons de l'élection présidentielle de 2025. Donc, quand tu dis cela, il y a un hiatus dans ce que tu dis. Il y a un autre... Bon, je ne suis pas dans le débat, mais bon, il y a un autre facteur qu'on veut forcément occulter. Aujourd'hui, il y a que... Bon, on n'a pas encore la lecture des recours qui sont en cours, mais on a tous noté le jour du scrutin les irrégularités qui ont entaché. On peut dire qu'elles ne sont pas de tendance de nature à entacher. Donne-nous un exemple d'irrégularité. Aujourd'hui, la plupart, il a été noté que dans certains bureaux de vote, dans certains centres de vote, dans les bulletins dépouillés, il n'y avait pas de sticker. Oh, l'article, non, c'est ce qui... Ça fait partie du code électoral. Vous allez intervenir. L'arrêté numéro 99, en son article 1er, stipule, ça c'est au niveau de la CEI, qu'un hologramme sous forme de sticker doit être apposé sur les bulletins de vote et les procès-verbaux de dépouillement afin de les authentifier. Si on est dans des circonscriptions où près de la moitié de ces bulletins de vote et de ces procès-verbaux-là ne sont pas authentifiés. Merci. Mais non, est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Les preuves, là. Ce que tu es en train de faire, c'est de la désinformation. Tu n'as pas de preuves factuelles. Et c'est très dangereux. Attendez, ce sont des choses qui ont été notées par des candidats. Et j'imagine que ces candidats-là vont en train de faire les recours. Et tout à l'heure, j'ai même dit sous réserve des recours qui sont en charge. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir... Je n'ai pas dit qu'il faut annuler les scrutins, on n'en est pas là. Et de toute façon, la débâcle de l'opposition, on la note, mais il faut avoir, comme je dis là, il ne faudrait pas penser que tout l'environnement de ce scrutin, de ces deux scrutins-là, couplés-là, était sain. Il faudrait qu'on le note. Mais pourquoi pas? C'est grave de verser le discrédit sur la CEI. Personne ne... C'est pas nous, c'est pas... Mais si, sur ce plateau, ce que tu dis, c'est ce que ça illustre clairement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des bureaux de vote? Est-ce qu'il n'y a pas eu des bureaux de vote qui ont commencé à 10h à midi? Oui. Je pense que... Calmez-vous sur le plateau, on va évoluer. Calmez-vous sur le plateau, on va évoluer. Est-ce qu'il y a une information contraire à ce qu'il dit? Oui, il y a beaucoup d'informations contraires à ce qu'il dit. On va évoluer. Il y en a beaucoup. Non, vas-y, Daouda. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il dit, je pense que la loi électorale, elle est claire. Et je pense que quand le président de la CEI, M. Koulibaly Kubiet, est sorti, et même les observateurs de cette élection, même Aube Nouvelle de l'ex-président d'Abidjan, Vincent Tobi, est sorti, ils ont dit que les irrégularités qui ont eu lieu ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin. Mais c'est un fait. Et c'est factuel. Ce n'est pas parce que dans une région, il y a eu 1 ou 2 bureaux de vote qui ont été cassés, donc automatiquement, ça va entacher le résultat de toutes les communes. Mais je tiens à dire à Herman qui se rassure. Dans le Guémont, les résultats ne sont pas encore sortis. Parce que la CEI, consciente de ce qui s'est passé dans les régions comme Kouibli et autres, aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore sortis. Parce qu'ils estiment que ça a entaché la sincérité du scrutin. Donc on ne sait pas, peut-être que ça va être repris, on ne sait pas. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre des cas isolés pour le mettre sur toute une élection. Tu ne vas pas nous parler d'élection. On va laisser les idées. Ce n'est même pas vrai. D'autant plus que tu n'as pas de preuves factuelles et tangibles. Si, les preuves. Mais sors ces preuves-là. Merci, monsieur. Est-ce qu'on va quitter? Les données que on va quitter la zone des irrégularités. Finissez, on va revenir là. Revenons sur l'ancrage du RHDP. Je ne vais pas commenter les histoires d'irrégularité parce que je ne suis pas de la CEI. Je n'ai pas de preuves factuelles, donc je ne m'aventure pas sur ce terrain. Maintenant, où moi je veux plus intervenir, c'est sur l'ancrage. Le RHDP, par rapport aux années précédentes, a par exemple identifié des acteurs qu'ils ont envoyés sur le terrain, des acteurs qui sont du terroir. Quand vous prenez la région du Béquet, par exemple, à Saoré, c'est un enfant du terroir. On aurait pris quelqu'un d'autre, peut-être que ça n'aurait pas marché, mais il a un ancrage local. Et ceux qui vont voter là,
quand ils votent à Saoré, ce n'est pas forcément le RHDP qui vote. C'est un parent à eux, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un quelqu'un qui j'ai fréquenté. celui qui vote. Quand Oui. vous regardez à Agboville, c'était M. Bictogo qui était le candidat à la députation. Mais vous voyez qu'ils ont envoyé un autre enfant du terroir qui a un ancrage. Et on a vu les scores. Je pense que même M. Bictogo n'avait pas réalisé ce score-là, ce gros score face à Ake, la dame Fleur Ake. Donc vous voyez, ils ont réussi cette prouesse-là. Et c'est ce qui explique que dans certaines régions, on ne les attendait pas, ou dans certaines communes où c'était étiqueté PPACI ou PDCI, certains des candidats du RHDP se sont illustrés parce que des fils du terroir ont été désignés comme candidats du parti. Et c'est là où le discours identitaire que certains produisaient hier ne pouvait plus passer. Parce qu'on a entendu ici des gens dire que tel est de tel, il ne peut pas être maire là parce qu'il ne vient pas de là. Mais quand tu prends un enfant du terroir, ce marketing politique-là, il ne passe plus. Tu es obligé de revoir ton discours. Mais est-ce que tu auras la bonne stratégie? Mais qu'est-ce qui a joué véritablement dans la balance, qui a été donc, le maître mot du RHDP pour s'installer dans tous ces bastions, même qui appartenaient donc il y a aussi la gouvernance. au FPI ou encore au PPACI. Le nom. Oui. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Voter RHDP, c'est voter Ouattara. Et Ouattara incarne une certaine gouvernance. C'est la gouvernance des infrastructures de développement. Les actions posées. C'est comme Oufouette en fait. Quand vous dites les oufouettistes, Oufouette, il renvoie à des indicateurs. La paix, le rassemblement, il faut bâtir, il faut rassembler les gens. Donc aujourd'hui, Ouattara, quand vous le dites, Ouattara, c'est la gouvernance par les infrastructures, les grands projets en fait. Mais quand vous dites Gbagbo par exemple, les militants du PDCI, le marqueur principal, c'est que c'est quelqu'un qui a été victime, en griffe d'injustice, qui a été envoyé, du PPACI, qui a été envoyé à la CPI. Donc, quand on écoute certains cadres du PPACI qui sont allés au scrutin, c'est qu'eux, il fallait rendre justice à leur candidat, à leur champion, qui avait été victime d'injustice hier. Donc, c'est ce marketing-là qu'ils ont développé. Mais quand on regarde le marketing de l'autre côté, ça passe pas. On est tous d'accord. Hein. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, l'opposition, par manque de stratégie, par une certaine peur de leur vision. Manque de stratégie, je ne dirais pas. Ils ont développé une stratégie, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Donc, si tu veux, par l'inefficacité de la stratégie. Et donc, parce que quand tu regardes l'opposition aujourd'hui, l'opposition joue des jeux d'alliance d'intérêt. C'est-à-dire qu'on se met dans une localité, quand on sait que on n'a pas grand, on sait que là-bas on peut perdre, donc on est en alliance avec celui qu'on estime qu'il peut y aller. Voilà, c'est juste ça. Quand tu regardes, par exemple, dans les zones comme à l'épée, par exemple, le PPACI, avait un candidat, le PDC aussi avait un candidat. En face d'eux, le candidat du RHDP les a laminés. Mais au-delà de cela, comme il a dit, et ça je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a quand même ce marketing politique qui fait qu'on met maintenant en face des populations, un fils du terroir, ça a marché. Tu prends par exemple un monsieur comme Patrick Hachi, je reviens encore là-dessus, qui aujourd'hui, c'est lui qui a battu campagne pour tous ces candidats au municipal là-bas. Donc les gens regardent le visage de Patrick Hachi, on lui colle tous les travaux d'Hercule du président Alassane Ouattara, bien que sur le comment est-ce que ces travaux d'Hercule-là sont réalisés, on peut spéculer, mais je leur dois ça, en tout cas le RHDP, on peut spéculer. D'accord, très bien. Je pense que est-ce que cela suffit juste d'être fils du terroir pour obtenir à côté de ça, la confiance des votants? Oui, c'est possible. Moi, j'appelle ça la stratégie de communication par la proximité. C'est important que les populations se revoient dans l'autorité. À côté de ça, c'est très important de faire une campagne électorale. Ça ne sert à rien de rester chez soi et de dire « votez-moi parce que je suis le fils d'un tel ». À un moment donné, il faut respecter les gens. On ne vient pas en campagne électorale sans un programme qui est pertinent, qui est efficace, qui vient répondre aux attentes des populations. Ils ont tous un programme et ils affichent qu'ils sont fils d'eux. Oui. Ou ils sont il y a originaires de la région. Non seulement ça, mais on a vu le résultat. Il est là. La Côte d'Ivoire est orange. Donc à côté de ça, il faut tirer les bonnes leçons. Quand on va aux élections, il faut se préparer sérieusement. Il faut définir une stratégie par la proximité qui a très bien marché. Il faut aller vers les populations, il faut discuter avec elles. On ne reste pas dans son salon en espérant avoir des résultats miraculeux. D'accord. Voilà, en fait, il y a des chiffres que je voulais vous donner qui sont très importants. Okay. Analyse de chiffres de 2018 et de 2023.
En 2018, le RHGP avait 92 sièges au municipal. 2018, il y a 92. Cette année, ils en ont 123. Le PDC avait 50. Aujourd'hui, ils en ont 22. Je vais revenir au régional maintenant. Je n'ai pas tout dit. RHGP avait 18 sièges. Cette année, ils en ont 25. Le PDC avait 6 sièges, ils en ont 3. Donc, quand tu regardes, comme Barry le disait, il y a une véritable percée du RHGP dans toutes les régions aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, tu vois, on se rend compte que les partis d'opposition ont perdu du poil de la bête dans beaucoup de régions, en fait. Mais qu'est-ce qui explique cela? L'explication, elle est toute simple. Je pense que déjà, pour le PDCI, le décès du président Konan Bédié a forcément impacté certaines personnes, ce qui a fait que sûrement ils ont perdu des régions. Mais pour le PPACI, en fait, je pense que c'est le discours identitaire, l'offre politique qu'il proposait aux Ivoiriens qui ne passait pas. Parce que moi, j'ai été à Guiglo pour observer les élections. Le constat que j'ai fait sur le terrain, c'est que... Je n'ai pas compris, discours identitaire. Oui, quand je parle de discours identitaire, aujourd'hui, on a entendu Stéphane Kipré, dans le Haut-Sassandra, dit qu'il faut voter un enfant de la région. Mais s'il te plaît, est-ce que je peux terminer, s'il te plaît? C'est possible? Vas-y. Parce que le discours identitaire, il n'est pas seulement localisé. Il n'est pas localisé PPAC. On peut donner d'autres exemples. Dans le Nord, par exemple, parce que même discours identitaire, pourquoi est-ce que jusque-là, les candidats des autres régions n'arrivaient pas à aller se présenter dans le Nord? Il ne faudrait pas qu'on essaie par des éléments de langage. Aujourd'hui, on constate que le RHDP, par sa stratégie, en proposant le développement aux populations, les populations ont adhéré à sa vision. Mais il ne faudrait pas qu'on revienne sur des éléments de langage qui ne sont pas forcément vrais, du moment où, lorsqu'on les juxtapose dans d'autres régions, ça ne marche pas. Okay, on peut parler maintenant? Vas-y. Je veux juste rectifier. Il faut pouvoir respecter le temps de parole de chacun sur ce plateau. C'est ça, mais lorsque quelqu'un dit quelque chose... Oui, mais d'accord, on a le temps de le laisser finir pour réagir juste derrière. Vas-y. Voilà. Merci. Éric Landry, je tiens à dire à mon cher frère Eman Aboua qu'ils prennent le temps d'aller lire, d'aller décortiquer la liste électorale. Il y avait des candidats PPACI à Korogo, il y a eu des candidats PPCI dans le Nord. Donc, s'il te plaît, laisse les gens finir. C'est ça. Ce n'est pas un monologue. Quand on est dans un débat. Dans ma gestion, j'aime ma gestion. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, quand on revient sur qu'on appelle ça, cette percée du RHGP, tu parlais de qu'est-ce qui a créé cela. C'est le discours identitaire. C'est l'offre politique qui, aujourd'hui, ne passe pas. Dans la mesure où, quand tu regardes des gens aujourd'hui, avec le temps, avec les années que nous avons passées en Côte d'Ivoire, on se rend compte que l'Ivoirien a besoin d'aller de l'avant. Il a besoin qu'on lui dise « j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'avoir un travail ». Mais quand tu viens et que pendant une campagne, tu n'es pas capable de proposer des choses concrètes aux Ivoiriens, pendant que ton adversaire, lui, il vient avec des pompes villageoises, il vient avec l'électricité, il vient avec des routes, il vient avec des ponts, il vient avec des emplois et le financement du projet des femmes et des jeunes, forcément, les gens vont aller voter là-bas. C'est ce que tu appelles le discours identitaire? Maintenant, si c'est ces éléments, l'électricité qu'on propose, les pompes villageoises qu'on propose, qu'il appelle les discours identitaires. Tu parles, c'est pas à moi. En fait, non, mais parce que je ne veux pas que je ne comprends pas ce qu'on appelle discours identitaire. Je voudrais continuer à donner les paroles, le discours identitaire, il faut qu'on lui donne la définition de ce qu'on appelle discours identitaire. Un discours identitaire, ça veut dire que votez pour moi parce que je suis acquis et que l'autre n'est pas acquis. C'est ça qu'on appelle. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé réellement? Non, quand tu parles de pompes villageoises, en donnant tes exemples. Mais j'ai donné 2 exemples. Alors, où est-ce qu'il y a eu discours identitaire? Écoute, en fait, je viens. Eman, lorsqu'on est dans un échange, il ne faut pas écouter pour répondre. Il faut écouter sérieusement parce que je t'ai donné l'exemple de la commune du Haut-Sassandra qui était un exemple légion. Où le discours identitaire, les gens sont allés s'asseoir pendant des meetings pour dire nous sommes les fils de la région. L'autre n'est pas fils de la région, jusqu'à ce que le nouveau président de la région dise comme il cherche mon village, je suis du Nord, il cherche mon village dans le Haut-Sassandra ici, moi je suis de tel village, je suis de tel village. Il y a eu ce discours-là, ou bien tu fais seulement de ma part. Je peux intervenir. C'est quand même étonnant. Tu vas intervenir, Barry. Moi je pense que la question du discours identitaire en Afrique, ça date depuis les indépendances. C'est un truc qui revient régulièrement dans tous les États francophones, généralement, puisque c'est le milieu que je connais. Vous irez au Burkina, vous irez au Sénégal, vous irez en Côte d'Ivoire, en Guinée, c'est pratiquement les mêmes choses qu'on reproduit. Mais moi, je vais aller plus loin. Parce que même en Europe, aux États-Unis par exemple, quand vous prenez les hispaniques et les noirs, ils ont toujours tendance à voter démocrate. Les évangéliques, les protestants
d'origine irlandaise, ils votent toujours les républicains. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsque tu utilises l'altérité, c'est-à-dire l'identité, pour stigmatiser autrui. Moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Je dis juste qu'il y a ce qu'on appelle l'envergure du candidat. Qu'est-ce qu'il représente réellement? Parce que tu peux prendre, en train de chercher les raisons de la débâcle de l'opposition. Oui, tu peux prendre un individu qui est de telle région, mais s'il n'a pas de connexion avec les populations, il ne va pas gagner. Donc, il faut choisir le bon, il faut miser sur le bon cheval. Et ce bon cheval-là, c'est lui qui va t'apporter le résultat. Je pense qu'au niveau du PPACI, ils vont faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a des candidats qui étaient étiquetés comme des candidats d'envergure, qui sont fait battre avec des scores très peu honorables. Par contre, il y en a qui ont été battus sur le fil. Quand je prends un gars comme Michel Gbagbo à Yopougon, il réalise quand même près de 30% de suffrage. Ce n'est pas négligeable. Mais quand vous prenez d'autres personnes, je ne vais pas citer leur nom, ils sont retrouvés à 5-6%. Ça, c'est un désaveu complet. Non, je ne dis pas le nom de quelqu'un. On fait l'analyse. En fait, je n'ai pas le score de M. Katina. Je n'ai pas le nom de le score de M. Katina, donc je ne vais pas dire. D'accord, mais je sais que j'ai vu des scores de certains candidats du PPACI qui étaient quand même moins de 10%. Ça, c'est complètement un désaveu. Et au niveau du RHDP aussi, quand vous prenez le président du Conseil économique et social, son discours n'a pas porté. Pourtant, c'est un enfant du terroir. Il est de Didier Vie. C'est ses parents, ce sont ses amis qui ont voté. Mais il a été battu. Donc, ce qui veut dire que son discours n'est pas passé. Alain Donvaï, dans la Nawa, il a été battu. Pourtant, c'est un enfant du terroir. Donc, il y a l'ancrage. Il faut beaucoup prendre ça en compte. Le discours identitaire, où c'est vrai que la loi de la proximité est très importante, mais elle ne suffit pas. Il faut vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller au contact de ses frères et de ses sœurs. S'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas te voter. C'est une suite logique. Il n'y a pas de formule magique. Et quand on parle du PPACI, moi, je me dis, il y a quelques années en arrière, Michel Gbagbo aurait été à côté de son mari, avec Michel Gbagbo, Laurent Gbagbo. Il aurait eu beaucoup plus de force. Il aurait eu beaucoup plus de... Aujourd'hui, ça a éclaté. Je suis même pas d'accord avec ces... Vous êtes en train de me titiller. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je suis en train de dire, voilà... à côté de Simone, ça aurait été... Je comprends pas. Il y aurait eu beaucoup plus de force. D'accord. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi l'image? C'est quoi le message? Qui est le personnage, concrètement? Avant de venir sur l'analyse concernant la débâcle de l'opposition, je veux revenir sur deux faits que j'ai notés dans l'intervention de Sa Majesté Daouda Coulibaly. Sans couronne. D'abord, la première chose, et je pense bien que s'il a bien suivi la logique de l'intervention de Barry, il a pu comprendre que lorsque Barry parle de discours identitaire, ce n'est pas un fait nouveau. C'est ce qu'il voulait lui faire comprendre qu'aujourd'hui, presque partout, les gens utilisent ça souvent quand c'est réel. Parce que dans le Nord, il n'y a que certaines personnes, c'est récemment, et puis il n'y a pas grand fils d'autres régions qui soient allés se présenter dans ces régions-là. C'est très difficile de trouver qu'un acquis allait être candidat, par exemple, à Dabakala. Et pourtant, c'est facile. Chez nous, par exemple, il y a un Diallo, il y a un de mes frères qui est Diallo. Ce que tu dis est grave. C'est fini. Mais tu parles de discours identitaire. Quand on t'amène les éléments qui montrent que le discours identitaire, tout le monde peut l'exploiter, on peut l'interpréter partout. Je te dis que je te parle de Diallo, qui est mon oncle à Montezo, qui a été candidat et il a battu les autres candidats dans son village, même le candidat du RHDP. C'est pour te dire que ça ne passe pas forcément et il ne faudrait pas dire que d'autres personnes avaient ce discours identitaire. Voilà. Donc, et puis, il y a un autre fait. Il y a que dans certaines régions, on a vu certains candidats, parce qu'ils sont auréolés de leur parti politique, qui est au pouvoir certainement, ils disent que si vous ne votez pas, que vous votez quelqu'un d'autre, quand il va être maire, ce n'est pas sûr que les projets seront réalisés, parce qu'il n'aura pas de budget pour travailler. Donc toutes ces choses-là, ça peut séduire, ça peut influencer. Je ne dis pas que c'est ce qui a donné toute la Côte d'Ivoire orange, mais ça c'est un fait. Mais pour revenir à la débat de l'opposition, nous tous on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, l'opposition est quoi?
celui qui est un peu, je veux dire, le leader de l'opposition, puisque celui qui la gérait, c'était le président Henri Konan Bédié. Il n'est plus là. Lui, quand on lui a posé la question, il dit, lui, son rôle, ce n'est pas de gérer l'opposition. Tu veux parler du président Laurent Gbagbo. Voilà, les gens sont partis en solo. Et quand ils vont en solo, les gens ne se renforcent pas eux-mêmes. Aujourd'hui, tu prends le PPACI, qui est né du FPI, l'enveloppe vide qui est laissée au truc, mais en même temps, l'enveloppe est déchirée au niveau du PPACI. Mais ils ne représentent plus rien, puisque ils ne sont pas conformisés. Aujourd'hui, la seule chose à faire par l'opposition, donc la gauche, c'est que Laurent Gbagbo, soit qu'il analyse ce qu'il y a eu et qu'il appelle Simone, qu'il appelle Afinguessan, qu'il appelle Mamadou Koulibaly, qu'il appelle même Blé-Goudé, et puis ils se réorganisent. Sinon, ils ne pourront rien créer. Même en 2025, quand on va venir faire encore cette analyse et la Côte d'Ivoire sera orange. D'accord. Le PPACI est quand même embryonnaire. Le PPACI, on revient là-dessus quand même parce que là, il est... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Quand les gens disent que le PPACI, c'est un nouveau parti. Non, il a dit lui-même qu'il a pris l'enveloppe vide, il a laissé l'enveloppe vide et il est parti avec tout le contenu. Donc, on règle le contenu comme un parti qui est vieux. Daouda. En fait, je voulais préciser que tout à l'heure, je parlais de M. Jeannot Ahoussou Kouadio, c'est plutôt le président du Sénat. Ce n'est pas le président du Conseil économique et social. Je reviens au PPACI. Je pense que ça fait quand même 10 ans que beaucoup de ces leaders-là n'ont pas compétit. Et quand vous prenez la population électorale en Côte d'Ivoire, on dit que dans le recensement général de la population, il y a plus de jeunes de moins de 25 ans que de plus de 25 ans. Quand vous prenez le jeune qui avait 7 ans, 8 ans en 2011, quand il y avait la crise post-électorale, il a 18 ans aujourd'hui. Et qui ne sait pas qui est coupable de quoi. Voilà. Il ne sait pas forcément qui est tel ou tel qui était parti en exil pendant 10 ans. Donc il y a ces mutations-là qu'eux doivent prendre en compte pour 2025. Il y a un décalage entre l'électorat et certains des profils qu'ils ont certainement dû choisir. Ceux qui avaient 15 ans, qui ont connu la crise, sont aujourd'hui âgés de 25-26 ans. Ils ne l'ont pas vécu comme ceux qui étaient déjà majeurs en 2010. Merci. Mais pour aider même Barry sur la question. On va terminer sur ça parce que... Je vais rapidement en une phrase. Barry fait bien de le dire. Surtout qu'en 2010, déjà, quand Laurent Gbagbo était candidat, il était candidat à la présidentielle, quand il partait croiser les populations, les gens lui ont dit que tes lieutenants que tu nous as envoyés, qui ont été élus ici, là, on ne les a pas vus. On espère que quand on va finir de te voter, tu ne vas pas encore les envoyer. Et ces mêmes-là se retrouvent 20 ans, enfin, après, qui étaient peut-être des élus en 2001, ils se retrouvent encore à être candidats. D'accord. Merci à vous tous pour vos interventions. On se retrouve dans pas longtemps. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk. Merci de rester avec nous pendant toutes ces vacances et nous faisons le décryptage, l'analyse. Donc après les résultats de ce scrutin, donc à double volet, municipal et régional. Avant de partir à la pause, c'était chaud, donc la première partie, essentiellement entre Daouda et Herman. Et Herman disait, le président Laurent Gbagbo devrait réunir l'opposition pour la rendre un peu plus forte. Alors, question à Daouda. L'éclatement de la gauche est-il effectif avec ce scrutin et toute la Côte d'Ivoire orangée là? Oui, mais c'est aussi clair comme net parce que déjà on a vu une Simone Gbagbo qui est aussi membre fondatrice du FPI, qui aujourd'hui était du côté de Jacques Ewo au plateau. On a vu un Blé-Goudé en chantre de la paix un peu partout, mais des gens qui étaient aux côtés de Gbagbo Laurent. On a vu un FPI qui aujourd'hui a consommé sa division avec le PPACI. Donc clairement, si l'opposition... Il reste 2 ans encore pour aller en 2025, pour les présidentielles de 2025. Si l'opposition veut avoir une chance d'avoir sa place sur l'échiquier politique, la gauche doit pouvoir véritablement se mettre ensemble. L'exemple palpable aujourd'hui, c'est Yopougon. Oui. Quand on regarde les chiffres de M. Big Togo, les chiffres de Diaoufoué et les chiffres de Michel Gbagbo, on se rend compte que si Diaoufoué et Michel Gbagbo avaient mis l'un et l'autre leur ego de côté, pour dire, bon, on décide que c'est toi qui vas porter notre liste, on allait voir que finalement, l'opposition allait gagner à Yopougon. Donc, c'est déjà un exemple clair et net. Il faut que la gauche puisse se réunir, comme Herman l'a si bien dit. Il faut qu'aujourd'hui, Gbagbo Laurent, même s'il dit que lui n'est pas là pour réunir l'opposition, il faut qu'aujourd'hui, il se mette il prenne son bâton de pèlerin en tant que guide de l'opposition, de sorte à réunir tout le monde derrière la gauche, pour qu'il puisse avoir, ne serait-ce que de vraies joutes en 2025. Sinon, en l'état actuel, si on reste
en cet état actuel-là, il n'y a rien à faire. Le RAGP ira en roue libre en 2025. Bon, au niveau de l'émiettement de la gauche, moi je dirais qu'il faut plus se pencher sur la socio-histoire de la gauche et des idéologies politiques en Côte d'Ivoire. Au début des années 80, il y avait des personnalités de grande envergure telles que Laurent Gbagbo, tels que Francis Vaudier, paix à son âme, tels que Bernard Zadi Zaourou. Donc il y avait c'était des grands militants. C'était de grands militants, de grands syndicalistes pour certains, et puis de grands intellectuels. Donc c'est à partir de là que la gauche, elle naît. Elle se construit après 90 autour du leadership de Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire que le FPI a dominé tous les autres partis de gauche, que ce soit le PIT, que ce soit l'USD de Bernard Zadi Zaourou. Donc Laurent Gbagbo est devenu la personnalité politique principale incarnant la gauche. Moi, ici, ce n'est pas l'émiettement de la gauche, parce que pour moi, la gauche, elle est émiettée depuis cette époque-là, parce qu'il y a eu des divergences entre eux. L'émiettement du FPI, c'est sur ça que je vais m'attarder, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gauche, quand vous prenez Simone Gbagbo, elle vient du FPI, c'était de l'ex-FPI, c'était l'une des vice-présidentes. Vous prenez le professeur Koulibaly Mamadou, c'est un ancien vice-président du FPI. Laurent Gbagbo, président du PPACI, c'était le président du FPI. Avant la présidence, bien sûr, en 2000. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Et vous prenez Charles Blé Goudé. C'est vrai qu'il dit qu'il n'a jamais été militant du FPI, mais on l'a connu proche des idéaux du FPI dans les années 2000. Donc, c'est en fait un émiettement du FPI. Donc, si la gauche veut se reconstruire, ou le FPI veut se reconstruire, il va falloir faire l'autocritique de chaque position que l'un ou l'autre des acteurs a pris depuis 2010. D'accord, mais là, tu nous parles du FPI. Pourtant, l'enveloppe a été vidée selon son ancien leader. Je dis, pour moi, il faut faire la part des choses entre la gauche qui était incarnée par les politiques que j'ai citées au début des années 90. Mais l'émiettement de la gauche a commencé depuis 90. Après les élections de 90, le PIT est resté dans le champ politique, mais il ne pesait pas grand-chose. L'USD avait pratiquement disparu. Le professeur Zaourou était plus connu comme un intellectuel. Je veux dire que ceux qui sont nés au début des années 90, tu leur dis qui est Bernard Zadi Zaourou, c'est l'intellectuel qu'on voit. Le professeur, le brillant intellectuel. Mais on ne voit pas l'homme politique. Peut-être que nos aînés connaissent plus l'homme politique. Le professeur Francis Vaudier, on connaît le grand prof de droit. Mais combien de jeunes Ivoiriens nés dans les années 90 connaissent la carrière politique du professeur Vaudier? Oui, donc Laurent Gbagbo est resté celui qui incarnait la gauche. Il incarnait la gauche avec une machine, une organisation politique qui était le FPI. Après 2010, il y a eu un basculement. Les oppositions idéologiques qu'on connaît entre les acteurs, certains ont voulu attendre le retour du président Gbagbo pour se relancer dans l'échiquier politique. Et je pense que ça pèse beaucoup. Parce que tu ne peux pas analyser tout ce qui se passe là sans prendre en compte les 10 ans que Parlons de ce retour et peut-être Herman va y répondre. Après son retour, a-t-il bien fait de quitter le FPI? Mais moi, je pense que quand c'est comme ça, lorsque la question est posée ainsi, je préfère dire que j'aurais été à sa place, certainement, je n'aurais pas fait ces mêmes choix. Il y avait une seule option possible. Lorsque tu n'es pas là, tes enfants se battent. Lorsque tu reviens, le père revient. La première des choses à faire, c'est de réunir les enfants et puis dire, bon, les gars, je suis là. Donc, pour moi, il appelait toutes les tendances qui s'étaient éparpillées parce qu'il n'était pas là. Les questions que les gens... les problèmes que ces lieutenants avaient à son absence, c'était une question de leadership. Il n'est pas là, qui dirige? Et vous voyez bien que, si vous regardez bien, ce problème a été flagrant lorsque Aboudraman Sangaré, paix à son âme, est décédé. C'est en ce moment-là qu'il n'y avait plus de leader pour pouvoir gérer le camp Gbagbo. Ils ont dû ne pas respecter la préséance au niveau de la désignation de qui est leader. Parce que les tests disaient, lorsqu'il n'est pas là, c'est en fonction de... C'était autour de Mme Gbagbo. Et du coup, le président lui-même, depuis la Haye, a pris sur lui de présider, mais en déléguant
à des lieutenants ici qui n'avaient pas la position de Simon Gbagbo dans son parti. Donc de là, ça a déjà créé le problème. Donc quand il vient, surtout que Mamadou Coulibaly qui a essayé de gérer d'abord la présidence par intérim, après la crise, lorsque tout le monde est allé en exil, tout le monde a été arrêté, il a été combattu. Donc quand tu viens, tu règles, Mamadou Coulibaly, on appelle tous ceux qui sont proches. Moi, je ne dirais pas à Barry, quand il dit aujourd'hui, le FPI, le PIT et autres, là, ils sont revenus après, on les a vus se mettre aussi avec des partis politiques de droite. Donc, la gauche, en réalité, c'était le front que constituait le FPI, puisque dans le front, il y avait plusieurs tendances. Je dis que l'émiettement de la gauche date du début des années 90. Ce qu'il devait faire, c'était ça. S'il a raté ce coche-là et qu'il veut regarder, lorsqu'il constate la débâcle après ces élections-là, c'est de rattraper le coup. Surtout que déjà, depuis 12 ans, parce qu'après 2010, ils ont refusé d'être... Les gens appelaient ici leurs électeurs à ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Voilà. Par plusieurs fois, de ne pas participer aux élections. Donc, cette culture de vote que leurs partisans avaient, leurs militants avaient, ils ont enlevé cela. Donc, c'est plus difficile pour eux. Voilà pourquoi, quand vous regardez, ce que je dis là, quand vous regardez dans les bastions, enfin, les militants du RHDP, eux, ils sont nombreux dans la file d'attente lorsqu'ils vont dans le bureau de vote. Mais les autres ne sont pas habitués, souvent même ils ne sont même pas sur les listes électorales. Retenons que, selon ce que vous dites, le président Laurent Gbagbo doit prendre son bâton de pèlerin, se mettre à la tête de l'opposition, rassembler cette opposition pour qu'elle soit forte en 2025. Quel est ton point? Et ce que moi je peux dire sur ça, c'est qu'à côté du fait qu'il doit rassembler tous ces bastions qui vont l'aider à gagner de la force, à côté de ça, il doit vraiment reconstruire l'idéal. Parce que quand il est revenu, son personnage, on l'a perdu. Je veux dire, on attendait le retour du président Laurent Gbagbo. Tout le monde attendait. C'était pas le cas? Oui, on l'attendait, mais non. Quand il est arrivé, son discours, on a été déçus. On l'écoute, il est en train de faire la campagne de sa nouvelle épouse. Moi, je me pose des questions. Donc, c'est normal que ces partisans... On va pas aller plus loin, voilà, là-dessus. Oui, mais quand même, je veux dire, l'idée que je veux passer, elle est déjà claire. On a perdu la poigne du personnage, Laurent Gbagbo. Donc c'est normal qu'il soit très fragile en ce moment. Avant que Daouda n'intervienne, je veux juste ajouter rapidement, parce que ça Daouda après. Il faut aussi relativiser. Toutes les grandes organisations politiques traversent toujours des crises. Et ce sont ces crises-là qui leur permettent de connaître une mutation, de se régénérer. Quand vous prenez le RDR à sa création, il y a eu le Front républicain en 1995 avec le FPI. Ils étaient... Pendant la gestion du président Bédié, c'était chaud entre le RDR et le PDCI. Mais ça n'a pas empêché le président Ouattara et le président Bédié de se retrouver autour d'une table, de discuter, d'aplanir leurs divergences pour créer l'alliance RHDP qui les a menés vers le pouvoir en 2010. Donc, s'ils veulent, parce que c'est la volonté, est-ce qu'on veut s'unir? On ne va pas porter leur chapeau à leur place, c'est la volonté. S'ils veulent, ils peuvent le faire. D'accord. Charles, c'est un enfant du président Gbagbo. Quelques secondes. Donc je m'arrête là. Barry. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de ce que Barry, et Erban et Jessica même sont en train de dire, aujourd'hui, je veux dire, il ne s'agit pas seulement pour la gauche de s'unir. Il s'agit aussi de proposer, il faut avoir une offre politique concrète pour les Ivoiriens. Parce que je pense qu'après d'avoir passé 20 ans, quand on regarde de 2002 jusqu'en 2011, où il y a eu la crise post-électorale, on a connu 10 ans de crise, de ni paix ni guerre. Après ça, il y a eu la guerre. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus de plus en plus matures en matière de politique. Parce que je vais prendre un exemple qui est simple. Quand vous regardez aujourd'hui, quand on voit les autres pays de l'Afrique de l'Ouest nous attaquer un peu partout, c'est vrai qu'on a nos divergences en interne, mais tu vois, les Ivoiriens comme un seul homme, les révolutionnaires du palais disent non, pourquoi vous ne faites pas de révolution? Mais les Ivoiriens d'une seule voix disent, nous, on a déjà connu la guerre. Nous, on a déjà connu cela, donc on ne va pas question d'y retourner. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si la gauche se réunit, il faut qu'elle vienne parler du problème des Ivoiriens. Les gens veulent manger, les gens veulent avoir des infrastructures, les gens veulent pouvoir mettre leurs enfants à l'école, se soigner dignement. Il faut changer
de narratif, il faut changer de discours. Il ne faut pas s'unir parce qu'on ne veut pas voir la tête d'Éric Landry comme lead. On dit, bon, on se met ensemble pour dégager Landry. Sortons du dégagisme. Ça devient des problèmes de personnes. Voilà, ça devient des problèmes de personnes. Donnons des provisions concrètes aux Ivoiriens, ils vont nous voter. Eric, s'il te plaît. Non, je peux parler. Rapidement, pour terminer. Non, Barry, quand tu demandes 30 secondes, t'en fais 10. 10 minutes. Eric, il a dit une chose. Mais je veux lui dire que l'offre politique, aujourd'hui, dans ce pays-là, quand même, on a vu quand même l'offre politique lorsque les gens de la gauche sont venus au pouvoir, avec leur politique de refondation, dont, je peux dire, c'est tout à fait normal, que dans le régime actuel, se sert à certains niveaux. Je veux dire que ce n'est pas là. Aujourd'hui, ce qu'on reproche aux gens de la gauche, c'est leur désunion, leur manque de camaraderie entre eux. Et non pas, je ne crois pas qu'il existait bien avant, qui faisaient leur force. Je ne crois pas qu'il n'ait pas la capacité aujourd'hui de sortir des projets de société capables de... S'ils avaient des projets de société, on observe la cartographie, après c'est sous scrutin. On a regardé ensemble la cartographie, on a vu, je suis en train d'intervenir, focus on me s'il vous plaît. Alors on observe la carte, on se rend compte que le V-Baoulé, il est toujours fidèle au PDCI. On va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique la solidité, donc le fait que le PDCI résiste ainsi? Déjà, quand tu regardes le bélier, le IFU et la Nawa, je vais prendre le cas de l'IFU du bélier. Aujourd'hui, quand vous avez regardé la campagne, quand Bédié a décidé, dès que la campagne est ouverte, le premier mot, le premier slogan qui est sorti pour la mémoire de Bédié, ils ont ça encore en cœur. Donc, pour rien au monde, ils ne laisseront la zone de Bédié tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. Le V-Baoulé, il ne tombera pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, mais aujourd'hui, le PDCI, qu'on le veuille ou non, tu parlais de restructuration. La crise que le PPACI est en train de subir aujourd'hui, cette crise-là, le PDCI l'a subie après le coup d'État de 99. Il y a eu beaucoup de tractations finalement. Aujourd'hui, ils se sont reconstruits, ils se sont repositionnés, ils sont en train d'aller de l'avant. Donc forcément, ils vont tenir des régions. Parce que c'est vrai qu'en termes de régions, ils n'ont pas eu beaucoup de régions. Mais en termes de communes, il est important de dire que le PDCI a eu 22 communes quand même. Et ils ont eu même 10 communes. Ils ont eu 10 communes en alliance avec le PPACI. Ce n'est pas rien en fait. Donc je veux dire qu'ils résistent à, comment on appelle ça, à l'assaut du RHGP. Mais, je vais terminer juste ça rapidement. Je termine sur ça. Mais je vais dire que si la gauche, pour revenir sur la question de la gauche, si la gauche ne se réunit pas d'ici là, finalement, Laurent Gbagbo, mais il va compter pour du beurre parce que finalement, c'est lui qui va venir s'asseoir pour écouter les autres. Les autres ne doivent pas l'écouter parce qu'il ne pèsera véritablement rien dans la balance. Pas de propos irrévérencieux, je ne vais pas arriver là. Bon, je pense que je veux qu'on revienne sur la carte. Laisse la carte décider de cela à ma place. Je veux qu'on revienne sur la carte. Si la réalisation peut me permettre de revoir cette carte pour faire aussi un décryptage. On va revenir sur la carte. Le V-Baoulé, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas totalement V tout à fait dans la carte. On voit que la région du Gbeke et de Izi, tout ça, a été perdu par le PDCI. Donc je veux dire que le PDCI aussi subit l'avancée, subit un certain recul, donc subit les assauts du RHDP. Donc il faut pouvoir le noter. Si le PDCI aussi ne se remet pas au travail, c'est-à-dire que quand on va revenir en 2025, certainement, c'est toute la carte qui sera orange. Et certainement, parce que quand on a comparé les résultats de 2018 à aujourd'hui, ils ont quand même perdu. Ils ont eu 50 communes en 2018. Ils ont eu 50 communes en 2018. Pour eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont à 22 communes. Donc, il y a vraiment une forte régression. Donc, le travail est à faire dans tous les démembrements de l'opposition. Aussi bien la gauche ivoirienne et leur partenaire aujourd'hui, qui est le seul parti de droite, le PDCI. Il faudrait que les gens se mettent en alliance, mais des alliances sincères. Si ces partis-là veulent pouvoir porter, veulent pouvoir faire en sorte d'inverser la tendance. Si on parle d'alliance d'intérêt, le PDCI pourrait se rallier au RHDP. Pourquoi pas? Non, mais en fait, c'est quelque chose qui s'est passé par le passé. On a déjà connu ça il n'y a pas longtemps. C'est deux partis de droite. Même au-delà de ça, moi je pense que le PDCI, comme Daouda le disait, ils ont eu 2 décès qui ont touché sensiblement les militants. Donc, les lieutenants du président Bédié qui étaient sur le terrain ont utilisé ça dans leur marketing politique pour remobiliser les gens. Et quand vous regardez, même à Abidjan, regardez les affiches de M. Yassé. La photo du président Bédié est toujours à côté. On dit que c'est moins le choix de Papa Bédié. Ce n'est pas l'autre. Donc, il gagne. Il gagne à Cocody, il gagne au Plateau, il gagne à Marcory, il gagne à Port-Boueux. C'était les 4 communes qu'ils avaient. Et ils se maintiennent. Maintenant,
au-delà, est-ce que réellement aujourd'hui on peut gouverner un pays avec une seule idéologie? Ce n'est pas possible. Parce que quand vous prenez le président Ouattara qui est étiqueté comme libéral, il y a la politique sociale du gouvernement. On a tous vu durant la Covid comment la politique la gouvernance du président Ouattara a essayé un peu de faire du social. Même jusqu'à aujourd'hui, avec les filets sociaux. Voilà, les logements sociaux et tout. Je veux juste rebondir ici, l'offre politique dont on parlait tout à l'heure. Le contexte même permet à la gauche même d'avoir une offre politique parce que le contexte mondial, on est dans une crise économique. Tous les pays du monde traversent une crise économique. Donc, c'est généralement les moments de prédilection des idéologies de gauche pour se positionner, pour offrir quelque chose aux Ivoiriens en termes de logement social, Parlons à présent. CEMU, Très bien. Parlons à présent des indépendants quand même, qui ne comptent pas que pour du beurre. J'emprunte le mot. Oui, il y a Daouda, oui, pour du beurre, oui. Les indépendants qui sortent principalement du RHDP quand même, la majeure partie, et qui ont gagné quand même des communes, 41 communes gagnées par ces indépendants. Ils ont gagné une région. Alors, ces indépendants-là vont-ils faire allégeance ou retourner pour offrir leur victoire? On a posé la question à une candidate ici sur ce plateau. Elle a dit non, catégoriquement. Est-ce que vous pensez que ces indépendants celle vont qui a partir? dit non, elle a été battue. Donc Elle a été battue. ça Mais compte pas. ce qui est clair, c'est que qu'on le veuille ou non, j'ai regardé la candidate, je pense que c'est de Adjeratou quand on parlait, mais de façon claire, elle a dit « Je suis indépendante, mais je suis RHDP ». C'est pour dire que qu'on le veuille ou non, l'idéologie RHDP reste dans leur esprit, c'est ancré. D'accord. Non, là, on parle de ceux qui ont gagné. Ceux qui ont L'idéologie gagné, est là, mais tu as gagné ceux qui ont quand tu gagné, fais ta forcément, victoire. on est en politique. On est en politique, forcément. Le RHDP ira les récupérer. Que ce soit le RHDP ou le PDCI, chacun va chercher à aller piocher dedans. Ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas une œuvre qui est nouvelle. Donc, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Ils vont les récupérer, leurs militants, et forcément, ça va gonfler. Surtout que... Il faut permettre qu'ils finissent chaque fois, Herman. Non, laisse Herman partir. Non, j'ai cru que tu avais fini. Non, je n'ai pas fini. Je suis en haut. Ok, j'ai cru qu'il avait fini et tu semblais me donner la main. Non, pas encore, je n'ai pas commencé. Ok, Mais vas-y. Daouda, on va chuter. Merci beaucoup. Donc, quand on regarde aujourd'hui, le RHDP et le PDCI vont aller les lutter finalement, mais je suis sûr que, comme de base, vous savez que le président a fait une sortie à l'Hôtel Ivoire où il s'est plaigné, il a tapé du poing sur la table parce que la grande majorité vient forcément du RHDP. Sûrement, ils vont revenir à la maison, ils vont venir faire un griffe, un sabaridé pour venir reprendre leur place dans le parti. Avec la victoire, bien sûr. Avec la victoire, bien entendu. Parce que sans ça, il y a encore des sanctions. On n'oublie pas les sanctions qui sont arrivées. Ceux qui avaient des postes au RHDP ont perdu leur poste. Eric, c'est la réelle Herman, ce que je voulais dire, pour compléter même ce que Daouda a dit, je sais qu'il a pensé à une contradiction, non, mais c'est pour compléter l'idée. Pour compléter l'idée, c'est quoi? C'est que ceux qui sont partis en indépendant, qui sont issus des partis politiques, ce n'est pas qu'ils veulent laisser leur parti politique, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont légitimes, ils sont investis par les populations. Donc s'il y avait un jeu à faire, il fallait qu'eux ils soient choisis. Et ils sont partis seulement pour prendre cette victoire. La plupart, en tout cas, si on les accepte, ceux-là vont retourner dans leur parti politique. Dans le cas contraire, à eux seuls, ils peuvent mais en même devenir temps, un parti. ils doivent comprendre qu'aussi ils constituent une force. Parce qu'aujourd'hui, ils ont battu quand même l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Absolument. Donc si ils veulent vraiment peser d'eux-mêmes, ils pouvaient même se mettre ensemble et puis constituer une force, une alternative. Pas le sujet. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand on regarde la Côte d'Ivoire qui devient orange, c'est bien beau pour un parti, mais la grande inquiétude, c'est qu'on est en train de partir visiblement vers la pensée unique, un parti unique. Les populations aujourd'hui, imaginez-vous un seul instant que ce soit un seul parti qui soit investi dans tout le pays. Le jeu de la démocratie sera beaucoup difficile. Donc, il faudrait que ces indépendants-là, pour une fois, qu'ils sachent qu'il ne faudrait pas qu'ils soient des roues de pneus secours. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils peuvent constituer une alternative sérieuse en une offre politique. Tu oublies un paramètre. Rien ne les oblige à retourner. Voilà, maintenant, c'est vous qui cherchez à me contredire. Sinon, moi, j'étais en train de donner une... Non, je suis d'accord. En fait, c'est juste... La contradiction est permise sur le plateau. Comme ils s'en plaignaient. Est-ce qu'on a le droit de dire aussi ce qu'on pense? Vas-y, voilà, c'est tout. Rien n'oblige ces indépendants-là à revenir vers leur parti d'origine. Voilà. Ils peuvent rester avec leur idée et défendre ça. C'est quand même... Ils existent. 41 pour commune. Quand même. Je veux dire, ces élections-là nous permettent vraiment d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Ils savent qu'ils comptent, ils ont du pouvoir, ils peuvent l'utiliser. Parce qu'en 2025, là, honnêtement, l'écosystème politique va chauffer. Je dirais que j'ai dit toujours que le président Félix Houphouët-Boigny disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. On a fini les élections, des gens ont gagné des communes, il y a même une région qui a été gagnée.
naturellement, les grands partis vont aller vers ces indépendants pour leur dire de revenir à la maison. Tu reviens avec une victoire, tu ne reviens pas bredouille. Donc, tu es utile. Donc, toi, candidat indépendant, émanant d'un parti, est-ce que tu serais reparti? Naturellement, parce que je viens en position de force par rapport à certains qui ont perdu. Vis-à-vis du chef. J'ai quelque chose à donner au chef. Eux, ils n'ont rien à donner. Celui qui est ministre qui a perdu, moi, il peut le remplacer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de... Tu peux prétendre le remplacer. Au-delà de ce que Paris dit, il est important, quand on parle des chiffres, en 2018, déjà, ils étaient 56 indépendants avaient gagné. Mais aujourd'hui, le RHGP a arraché 15 places à ces indépendants-là. Voilà, parce qu'ils sont 41, mais de façon claire et nette, je pense qu'ils vont revenir. Ils n'ont jamais régné de base leur parti. Ils n'ont jamais régné. C'est parce qu'en interne, je disais ici que dès l'entame de nos propos, que le véritable aujourd'hui, à la vue de cette carte, si on s'appuie sur cette carte orange, que Emma n'aime pas voir si orange. Non, ne dis pas ça. Non, je sais, c'est une façon de parler. C'est une des couleurs de la Côte d'Ivoire. Oui, je sais. Mais quand on regarde cette carte, au vu de cette carte clairement, on se rend compte que le RHGP n'a véritablement pas d'adversaire. Son véritable adversaire, c'est le RHGP lui-même. D'accord, parce que ce sont ces militants qui sont... Si eux décident de se former en bloc, comme tu le dis, sûrement, ils peuvent créer des inquiétudes. Nous, on aime bien quand il y a de l'opposition. C'est ça, comme il a dit Herman, c'est ça qui fait la démocratie dans un pays. Alors, nous allons exhorter tous les partis politiques, ceux de la gauche, à se mettre vraiment ensemble, comme il a été dit sur ce plateau, pour être forts, pourquoi pas en face du RHDP. Après les résultats du scrutin, il y a bien une période de contentieux. Voilà. Après cette période de contentieux, nous, on est encore là sur le plateau avec vous. On va revenir chaque fois donc, pour vous faire des commentaires, des analyses de tout ce qui s'ensuit. Tout ce que nous, on veut derrière tout ça, c'est que ça se termine bien, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de heurts, de contestations violentes. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire doit demeurer dans sa paix. C'est pour ça que chaque soir, quand je conclue, je dis shalom. À bientôt.